beaucoup à tous d'être présents. Aujourd'hui, nous accueillons Patrick Thomas, qui vient de Bordeaux, l'Institut de biologie et Biochimie et génétique cellulaire. Je n'arrive jamais à me souvenir du titre complet. Et qui va nous parler des mitochondries, du métabolisme et des cancers. Voilà, je te laisse la parole. Si tu as besoin de quoi que ce soit, c'est plan technique. Il y a aussi un bateau là-bas, derrière le cercle. Très bien. Il faut juste ne pas toucher l'écran. C'est ça qui est difficile. Oui. Voilà. Alors je vais faire comme je peux. Et j'ai un micro pour ceux qui veulent prendre la parole. Bonjour à tous, je suis ravi d'être là aujourd'hui pour vous parler donc, de ces mitochondries qu'on étudie à l'Institut. Donc je travaille à l'Institut de biochimie et génétique cellulaire dans l'équipe d'Anne Devin et on s'intéresse dans notre équipe au métabolisme énergétique et aux mitochondries. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des mitochondries, de leur rôle dans le métabolisme énergétique. Et puis de là, on passera au rôle potentiel de ces mitochondries dans le cancer. Et donc on ira des origines à Warburg. Quand je dis des origines, c'est qu'on va vraiment partir de très loin dans ce voyage pour essayer de comprendre ensemble comment fonctionnent ces mitochondries. Alors quand je dis qu'on part de très loin, on part de très loin, il y a longtemps, 4,5 milliards d'années. Donc entre ces deux images, une des deux n'est pas une vraie photo. Entre ces deux images, il y a 4,5 milliards d'années, et ce qui va changer là-dedans, c'est la composition de l'atmosphère qui a été profondément remaniée au fil des âges géologiques. Donc vous retrouvez ici, sur ce graphique, l'évolution de la composition de l'atmosphère de la Terre en 4,5 milliards d'années. Vous voyez que ça bouge beaucoup. Il y a des gaz qui apparaissent, des gaz qui disparaissent. Il y en a un qui s'accumule et qui vient compléter notre atmosphère, c'est l'azote. Et ce qui est intéressant de noter ici, c'est que la plupart des gaz que vous voyez là sont produits par l'activité géologique de la Terre, sauf un. Alors si on replace la survenue de la vie sur cette échelle de temps, nous on se situe par ici, là c'est le futur. Vous voyez que finalement on a apparu très tard à cette échelle, et la vie en fait est apparue à 1,5 milliard d'années environ. Et au début, on a des conditions de vie qui sont extrêmement drastiques. Il n'y a pas d'oxygène, il y a beaucoup de CO2 et il y a de la lumière. Et puis très rapidement, les premiers micro-organismes vont s'adapter, ils vont commencer à avoir un métabolisme, ce sont des cyanobactéries essentiellement, qui va les faire produire de l'oxygène, qui va commencer à s'accumuler dans l'atmosphère. Et vous avez tous expérimenté le fait de laisser un clou dehors et de l'oublier. Quand vous retournez et que vous le retrouvez, il est rouillé. Et donc cet oxygène est extrêmement délétère pour la plupart de ces micro-organismes. Mais certains d'entre eux vont réussir à s'adapter et on va voir l'apparition de ce qu'on appelle la vie aérobie, c'est-à-dire des êtres vivants, des micro-organismes, des bactéries, qui vont être capables d'utiliser cet oxygène à leur profit. Très rapidement après, vers 3 milliards d'années, on a l'apparition des premiers eucaryotes, c'est-à-dire les premières cellules qui ont un noyau. Et à partir de là, la concentration d'oxygène va graduellement augmenter parce qu'on va avoir apparition des plantes et de tout un tas d'organismes qui sont photosynthétiques et qui vont provoquer l'accumulation de cet oxygène dans l'atmosphère. Il faut voir au passage que cette concentration, elle n'est pas constante. Il y a des gros événements qui ont conduit à des diminutions drastiques d'oxygène et actuellement on est à peu près à 20% d'oxygène dans l'air. Où est-ce qu'on replace nos mitochondries là? Oui. Alors en fait, les mitochondries sont les organelles de nos cellules et l'origine de ces mitochondries a été élucidée, ou en tout cas Lynn Margulis a proposé une origine qu'on appelle endosymbiotique de ces mitochondries dans les années 70. Elle a eu beaucoup de mal à se faire entendre et à faire comprendre aux gens que ce qu'elle pensait était réel et aujourd'hui maintenant c'est parfaitement accepté. Donc l'idée qui est derrière tout ça, c'est que à ces temps primordiaux, on a un ancêtre de la cellule eucaryote qui va acquérir la possibilité d'envelopper son noyau pour le protéger. Et puis vous voyez qu'en même temps, au même moment, on a des micro-organismes qui sont capables d'utiliser l'oxygène, qui ont un métabolisme aérobie, et qui vont recracher du CO2. Alors ce qui va se passer, c'est que cette cellule ancestrale va absorber, et cet événement va arriver probablement plusieurs fois dans l'évolution, ces fameuses bactéries qui sont capables d'utiliser l'oxygène, et elles vont acquérir elles-mêmes la capacité d'utiliser cet oxygène-là.
donc ça nous amène à la situation actuelle. Donc vous avez un joli petit schéma là, qu'on a mis ici, qui est la cellule classique, cellule animale, dans laquelle on retrouve une grande complexité. Il y a beaucoup de compartiments dans une cellule. Vous retrouvez en haut à droite le noyau, ici le réticulum endoplasmique, donc toute une série de membranes qui vont permettre notamment la production des protéines et leur expression. Et puis ici, là, ces deux petits haricots là, ce sont ces mitochondries qui sont à l'intérieur de nos cellules. Alors vous voyez, on a donc des mitochondries dans nos cellules, c'est le résultat d'une endosymbiose, donc une symbiose ancestrale. Et ça, c'est un ressort qui a été utilisé en auto-hypocrisie dans nos nombreux livres. Même Georges Lucas l'a utilisé, même les victoriens, ça ressemble beaucoup à une mitochondrie. Et en fait, c'est quoi en vrai une mitochondrie? Une mitochondrie, ça vient de mythos et de chondrios. Alors, la première fois que les gens observaient des mitochondries dans les cellules, ils étaient obligés de faire de la microscopie électronique. Alors, il faut bien comprendre ce que ça veut dire faire de la microscopie électronique. Ça veut dire que vous allez prendre un échantillon, que vous allez le trancher. C'est comme si vous regardiez un œuf en le coupant en deux, et à partir de là, vous essayez de comprendre ce que vous avez. Donc, vous avez une tranche très fine. Donc, ce que les gens ont observé à l'époque, c'est ça. Cet organelle, qui sont appelés mitochondries, qui se présentent soit sous forme de petits grains, là, soit sous forme de filaments. Je vais essayer de ne pas abîmer les filaments ici, et les petits grains. Alors quand on regarde l'aspect de ces mitochondries dans différents tissus, c'est extrêmement variable. Ici sur la gauche, vous avez un hépatocyte de souris dans lequel vous avez tous ces petits points là. Ce sont des mitochondries. Elles sont très nombreuses. Elles sont espacées les unes des autres. Elles sont assez peu denses aux électrons. Si on regarde ce qui se passe dans une cellule musculaire, donc ici c'est un muscle de cœur, vous avez ici des fibres musculaires, et ça, au milieu, ce sont à nouveau des mitochondries. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec ce que je viens de vous présenter. C'est beaucoup plus dense aux électrons, très serrés les uns contre les autres. Il y a un troisième exemple ici, avec des cellules épithéliales d'escargot, dans lequel on retrouve ce que je vous ai raconté, c'est-à-dire ces côtés filamenteux et éventuellement ponctués de ces mitochondries. Alors aujourd'hui, pour faire ça, bien sûr, vous avez compris, on tue les cellules, on les coupe. Aujourd'hui, on peut faire de l'imagerie en temps réel et on va utiliser de la microscopie à fluorescence. Donc on est capable aujourd'hui de voir le réseau mitochondrial dans des cellules vivantes. Donc si on utilise des mitochondries qui ont des propriétés de fluorescence qui sont rouges, comme ici, vous voyez que ça ressemble bien à ce que je viens de vous raconter. On a donc des filaments, puis des petits points. Ce sont les mitochondries cellulaires. Juste pour faire comprendre ce que vous êtes en train de voir, entre ce qu'on a là, dans les conditions de laboratoire, et la réalité, de ce qui se passe dans votre corps, et la forme qu'ont les cellules dans votre corps, il y a à peu près autant de différence entre un œuf avant qu'il soit cassé et un œuf sur le plat. C'est-à-dire que dans votre corps, dans vos organes, les cellules ont une structure tridimensionnelle avec un certain nombre de contraintes. Lorsqu'on les cultive dans une boîte de pétri, elles sont à plat, elles s'étirent complètement. Et effectivement, on a même une espèce de quelque chose qui pourrait être le jaune, là, c'est le noyau des cellules. Donc, si vous imaginez votre cellule, vous l'avez ici, là, elle est toute aplatie, éclatée, étirée au maximum. Et ici, là, c'est le fantôme du noyau de la cellule. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve, puisqu'on a une endosymbiose, l'ADN propre de cette mitochondrie, qu'on peut également marquer de manière fluorescente. Alors, si on fait ça, voilà ce qu'on observe. Vous voyez, dans chacune de vos cellules, vous avez des centaines, voire des milliers de copies d'ADN mitochondrial, alors que vous n'avez qu'un seul noyau. Donc on a une dualité génétique dans nos cellules, un ADN mitochondrial qui code peu de protéines mais qui sont essentielles à son fonctionnement, et le reste est encodé dans le noyau de nos cellules. Alors si vous êtes sceptique, on peut s'amuser à superposer tout ça. On va même zoomer ici. Vous voyez qu'effectivement, quand on regarde le réseau mitochondrial, on voit ces petits points là qui sont bien l'ADN mitochondrial dans les mitochondries. En plus de ça, ces mitochondries, elles bougent. Donc si on fait un film en utilisant cette technique de fluorescence, vous voyez ici qu'on a des mitochondries qui sont capables de se déplacer dans la cellule. Elles sont même capables, si on regarde attentivement ici, de fusionner entre elles et de se séparer. Elles ont une vie propre. Donc si on revient maintenant à nos clichés de microscopie que je vous ai montré tout à l'heure,
notre mitochondrie, quand on s'intéresse à son ultrastructure, il faut comprendre qu'elle est constituée en fait ici de deux membranes. Et ça, c'est le résultat de cette endosymbiose ancestrale. La bactérie a été absorbée, il reste un fantôme de la membrane qui l'a fait rentrer dans la cellule. Ces petites lignes que vous voyez à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle des crêtes mitochondriales. Et ces crêtes mitochondriales, en fait, ça correspond à une invagination de la membrane interne mitochondriale qui va se replier à l'intérieur de la mitochondrie. Alors là, on a affaire à des images bidimensionnelles, et donc ce que les gens ont cherché à savoir pendant longtemps, c'est comment, en 3 dimensions, tout cela a été structuré. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des clichés de microscopie électronique, sauf qu'au lieu de faire des tranches très fines, ils ont fait des tranches un peu plus épaisses, et au lieu de faire une seule image, ils ont fait des images en faisant tourner leur échantillon de quelques degrés à chaque fois. Donc si vous faites ça, vous allez avoir, si vous faites un petit film avec ça, vous allez avoir une sensation d'effet 3D dans lequel on commence à voir l'intérieur de cette mitochondrie et on commence à voir là ces petites crêtes qui se dessinent et avoir une idée de comment elles sont positionnées dans l'espace. En fait, avec ce genre de travaux, et donc à partir des années 2000 ça a été possible, on peut reconstituer un modèle tridimensionnel de cet objet par un certain nombre de calculs, et donc on a maintenant une très bonne idée de la structure interne de ces mitochondries. Voilà à quoi ça ressemble en 3 dimensions. On retrouve un bout de mitochondrie, et à l'intérieur, en jaune ici, nous avons les différentes crêtes mitochondriales. Alors ce qui est intéressant, c'est que maintenant on peut regarder chaque crête, et se demander comment elle traverse la mitochondrie. Donc si on reprend cette image de départ, vous l'avez ici de profil, et si on regarde une seule crête, vous voyez que c'est un peu plus compliqué qu'avoir juste un repli. On s'est rendu compte dans les années 2000 que ces crêtes mitochondriales avaient des morphologies très variées. On va avoir des systèmes qui sont un peu saculaires, des systèmes plats, et puis on va avoir des tubules, voire même des crêtes qui sont entièrement tubulaires. Et au jour d'aujourd'hui, les gens sont en train d'étudier la dynamique de tout ça. On a des microscopes à très haute résolution qui permettent de voir les mouvements à l'intérieur du mitochondrie. Alors les connaissances qu'on a actuellement sur ces mitochondries, elles ont été acquises au cours du temps. Il y a de nombreuses personnes qui ont participé à ces travaux. Quelques prix Nobel qui ont donné des informations vraiment intéressantes concernant ces mitochondries. Je vous en ai mis quelques-uns, il y en a probablement d'autres qui s'y sont intéressés. Donc le premier, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, c'est Krebs, qui a donné son nom à un cycle métabolique mitochondrial. Krebs était par ailleurs un étudiant de Warburg, dont je vous parlerai tout à l'heure, qui lui-même était prix Nobel. Donc s'il y a des chercheurs parmi vous, il vaut mieux avoir fait son postdoc chez un prix Nobel, ça augmente les chances d'avoir soi-même un prix Nobel un jour. Balade, c'est lui en fait qui a décrit pour la première fois, c'est un microscopiste électronique, donc de microscopie électronique, et donc il a pour la première fois décrit l'ultrastructure des mitochondries. Mitchell, vous en parlerai tout à l'heure, c'est lui qui a compris comment ces mitochondries fonctionnaient et permettaient de convertir l'énergie dans nos cellules. Et enfin, Walker et Boyer, c'est eux qui ont obtenu la structure d'une des enzymes qui sont impliquées dans ce processus, qui est l'ATP synthase. Donc on va s'intéresser maintenant à la deuxième partie de cet exposé, dans lequel on va parler métabolisme. Alors, le métabolisme énergétique dans nos cellules, vous l'avez compris à demi-mot, c'est un processus d'oxydation. Et les oxydations, vous les connaissez parce que vous les expérimentez tous les jours. Il suffit d'avoir un combustible, de l'oxygène, et ce que vous allez obtenir, c'est du CO2 et de l'eau conductivement. Alors cette réaction-là, elle a lieu quand vous allumez votre feu, quand vous vivez tous les jours, et ça a lieu dans votre corps à chaque instant. Quand vous faites une réaction de ce type-là, toute l'énergie qui était contenue dans le combustible de départ va être libérée sous forme de lumière et de chaleur. Et au passage, ça peut être très joli, ça peut être très coloré. Donc toute la question qui se pose, c'est pourquoi quand ça arrive chez nous, ça ne se finit pas comme ça. Alors en fait, ça ne se finit pas comme ça, parce qu'il y a deux principes qui sont respectés. Le premier principe, c'est que cette réaction d'oxydation, qui est extrêmement exergonique, qui libère beaucoup d'énergie, elle va être découpée en plein de petites étapes. Et le deuxième principe, c'est que on va récupérer, à chaque fois que c'est possible, une petite partie de cette énergie. Alors pour les petites étapes, ça c'est ce qu'on distribue à nos étudiants de licence à l'université.
Ils sont très contents de l'avoir parce qu'en fait, ils ont tout ce qu'ils doivent savoir. Donc, ce qui est important pour vous, c'est de voir qu'on a plein de petites traits, plein de petites flèches. Il y a vraiment plein d'étapes qui décrivent ce métabolisme énergétique. Donc ça, c'est facile. Maintenant, comment l'énergie est convertie et en quoi? Alors, en fait, ce qui va se passer dans vos cellules, c'est que cette énergie d'oxydation va être convertie en adénosine triphosphate, de l'ATP. Alors, cette molécule va permettre de libérer de l'énergie chimique et ça sera utilisé par toutes les réactions de vos cellules. Ce que vous êtes en train de faire en ce moment, de réfléchir, ou quand vous bougez, vos muscles travaillent. Alors, comment ça fonctionne? Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'énergie chimique est contenue ici, entre ces petites boules jaunes, ces molécules de phosphate. Enfin, c'est l'atome de phosphate. Lorsqu'on casse cette molécule pour obtenir de l'ADP, donc de l'adénosine triphosphate, et qu'on libère un phosphate, ça libère de l'énergie. A l'inverse, quand on veut fabriquer de l'ATP, il faut apporter l'énergie au système. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement actif. Pour vous donner un ordre d'idée, pour quelqu'un comme moi, qui pèse 70 kg, je vais faire à peu près 70 kg d'ATP par jour. C'est-à-dire que si je regarde ce cycle et que j'additionne tout ça, ça ferait dans le même ordre de grandeur que mon propre poids. Une autre façon de voir ça, c'est combien j'en fais par seconde. Donc on peut s'amuser à ça, à faire ces petits calculs, et on se rend compte que chacune de vos cellules va produire environ 30 millions de molécules par seconde et par cellule. Donc c'est extrêmement actif. La dernière information, le dernier chiffre que je vous donnerai, c'est que si vous ne produisez plus d'ATP, pour une raison ou pour une autre, c'est quelques secondes de survie pour votre cellule. Il n'y a pas de stock. Donc vous voyez l'importance qu'a cette molécule d'un point de vue énergétique. Si on regarde le métabolisme dans son ensemble, en fait ce qui va se passer, c'est qu'on va passer de ces molécules carbonées ici à de l'ATP et éventuellement des métabolites intermédiaires comme le CO2. Ça, c'est ce qu'on appelle le catabolisme, c'est ce dont je vous ai parlé, et c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Mais il faut que vous gardiez à l'esprit que ça marche aussi dans l'autre sens. On va avoir de l'anabolisme, c'est-à-dire que vous êtes capable de produire vos propres molécules carbonées. À chaque fois que vous allez fabriquer de nouvelles cellules, quand vous allez grandir, vous muscler, par exemple, vous allez le faire. Donc ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de comprendre comment ce catabolisme fonctionne et comment, à partir des molécules carbonées, on va produire de l'ATP. Donc, dans vos cellules, le carburant, c'est un sucre. En général, c'est du glucose. Ce sucre, lorsqu'il va rentrer dans votre cellule, il va être pris en charge par une voie métabolique qu'on appelle la glycolyse. Et cette glycolyse va consister à commencer à oxyder cette molécule, la couper en petits bouts, et ça va produire un petit peu d'ATP. Pour un glucose, vous allez produire 2 ATP. Ce n'est pas quelque chose de très efficace. Le produit de la glycolyse va rentrer dans notre mitochondrie. Et c'est là que va avoir lieu les étapes d'oxydation. On va produire du CO2. Ça produit beaucoup d'ATP. Pour un glucose, c'est à peu près 30 ATP. Donc, vous voyez, vous produisez ici 2 ATP, ici environ 30 ATP. Alors comment ça marche, cette étape ici de conversion d'énergie, de production d'ATP? Ne vous inquiétez pas, c'est juste pour vous montrer qu'on sait beaucoup de choses là-dessus aujourd'hui. C'est une mitochondrie très stylisée avec la membrane externe ici, une crête. Et tout ce que vous voyez à l'intérieur, ce sont tous les complexes, toutes les protéines qui sont impliquées dans ce processus. Et tout ça, on peut le résumer avec ce petit schéma. Donc en fait, ce métabolisme énergétique, il est composé de 2 parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle la chaîne respiratoire. C'est là qu'on va avoir le processus d'oxydation qui va consommer l'oxygène. Donc quand vous respirez, d'un point de vue physiologique, ça se passe au niveau de vos poumons. D'un point de vue biochimique, ça se passe au niveau de vos cellules. C'est chacune de vos cellules, au niveau de mitochondrie, que la consommation d'oxygène a lieu. Et puis à côté de ça, on va avoir une ATP synthase, qui, comme son nom l'indique, synthétise de l'ATP à partir d'ADP et de phosphate. Toute la question, c'est de savoir comment ces deux fonctionnent ensemble. Parce que là, pour l'instant, c'est totalement disjoint. J'ai d'un côté une oxydation, consommation d'oxygène, et de l'autre côté, production d'ATP. Donc je vais essayer de prendre 2 exemples pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc le premier exemple qu'on va prendre, c'est l'exemple d'un barrage hydroélectrique. Donc, vous voyez, ça ressemble à ça. Une retenue d'eau ici, j'ai choisi une Outaouais, le nom me plaisait pas mal. Et en bas, on a une usine de production d'électricité. Alors le fonctionnement ici est relativement simple.
On a donc notre retenue d'eau qui est en hauteur, la rivière qui coule en contrebas, et entre les deux, l'usine. Et dans cette usine, on a des turbines. Quand l'eau va couler depuis la retenue d'eau jusqu'à la rivière, ça va faire tourner les turbines, ça produit de l'électricité, c'est comme la dynamo de votre vélo, et ça, on va pouvoir l'utiliser chez nous. Alors, il existe des systèmes un peu plus compliqués, qui sont très utilisés aujourd'hui. On appelle ça les stations de transfert par pompage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut juste dire qu'on n'a pas une retenue d'eau, on en a deux. On en a une qui est en hauteur sur une colline et une qui est en contrebas avec des tuyaux qui passent souvent par ici, puis l'usine qui est en bas. Donc comment ça fonctionne? C'est à peu près le même principe. Quand on fait descendre l'eau du réservoir supérieur vers le réservoir inférieur, on fait tourner la turbine, on produit de l'électricité et ça on s'en sert. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut produire de l'électricité autrement. On peut utiliser de l'énergie solaire ou de l'énergie éolienne. Et dans ce cas-là, on va faire fonctionner notre turbine à l'envers. Et au lieu de faire de l'électricité, elle va en consommer et pomper l'eau vers le réservoir supérieur. De ce fait, on a un stockage d'énergie qui est lié à la différence d'altitude entre les deux réservoirs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'énergie potentielle. C'est quelque chose que vous avez tous expérimenté. On a tous laissé tomber son téléphone portable. Si on laisse tomber de 10 cm, il ne se passe pas grand-chose. De 2 mètres, ça risque de casser. Donc ça fait partie de ces énergies qui sont présentes et qu'on peut ici mobiliser. Alors, quel est le lien avec mon histoire de mitochondrie, le chaîne respiratoire? Eh bien, en fait, ma turbine ici, c'est ma chaîne respiratoire. Sauf qu'au lieu de pomper de l'eau et de la faire remonter dans le compartiment de l'eau, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va pomper des ions. Cet ion, c'est un proton dans ce cas-là, mais ça peut être du sodium en fonction des espèces. Et au lieu d'avoir une différence d'altitude entre les deux niveaux, ce qu'on va avoir, c'est un passage de l'ion d'un côté à l'autre de cette membrane. Et donc on crée un déséquilibre qui est extrêmement fort et qui correspond également à un stockage d'énergie. Alors comment marche l'ATP synthèse maintenant? En fait, il y a une deuxième turbine qui est connectée sur le système et qui va faire passer l'eau. Dans ce système-là, ça serait totalement futile, mais avec notre mitochondrie, les protons, en passant par l'ATP synthèse, vont produire de l'ATP. Et donc en fait, on a une formidable machine de conversion énergétique, de l'énergie d'oxydoréduction ici, de l'énergie chimiosmotique, c'est ce qu'on appelle la théorie chimiosmotique de Mitchell, le prénom dont je vous ai parlé tout à l'heure, et ici de l'énergie chimique de l'ATP. Alors cette analogie avec une turbine, c'est pas fortuit. C'est-à-dire que quand on regarde cette ATP synthèse, et qu'on prend des choses qui ont été produites dans le laboratoire de Johnny Walker, voilà à quoi ça ressemble. Donc vous avez une ATP synthèse, et ce que vous voyez ici, c'est qu'elle tourne. Pas très vite, mais elle tourne. Donc c'est le plus petit moteur rotatif du monde. On sait qu'elle tourne parce qu'on a été capable d'attacher des molécules fluorescentes sur cette ATP synthèse. Et si on fait ça, on va voir que cette molécule va être capable de tourner. Et donc c'est le plus petit moteur qu'on connaît. On peut le visualiser. Et ça, c'est un peu la tête qu'a fait mon chef quand j'étais étudiant et qu'on a vu ça pour la première fois. À quelle vitesse ça tourne? Ça tourne à 600 Hz. 600 Hz? Oui, c'est très rapide. Et ça fait combien de molécules d'ATP par seconde? Par seconde, 600 Hz, c'est ça? À chaque tour, ça fait combien de Pardon, molécules? c'est 200 Hz, et donc c'est 600 nanomoles de molécules par seconde. 200 Hz, C'est 200. c'est énorme. Oui, c'est énorme. Et combien de molécules? C'est 200 molécules par seconde. D'accord. Ça tourne à 200 secondes moins 1. Comme on a... Peu importe. Ça tourne On vite. en rediscutera. Ça tourne vite. Là, ça tourne très vite. Ouais. 600 fois par seconde. Pas comme ici. Donc voilà, on a expliqué un petit peu comment fonctionnait cette usine à conversion énergétique. On a vu que c'était une conversion d'une énergie d'oxydoréduction, en énergie chimiosmotique, en énergie mécanique parce que ça tourne, et en énergie chimique à la fin. Alors, dans notre corps, on n'est pas toujours dans ces conditions idéales. Donc, on discutait tout à l'heure avec Romain Attal qui fait de la course à pied. Donc, ce qui peut se passer quand vous faites de la course à pied, c'est qu'au cœur des muscles qui sont les plus sollicités, les muscles des jambes dans ce cas-là, et qui sont les plus enfouis dans votre muscle, il va y avoir une concentration relativement faible d'oxygène. Ça veut donc dire que cette étape d'oxydation va être
mineures, plus petites, et on va produire beaucoup moins d'ATP. La conséquence de ça, c'est que vos cellules, pour compenser, vont accélérer au niveau de la glycolyse. On va utiliser beaucoup plus de sucre, ce qui va permettre de produire la quantité d'ATP nécessaire à votre cellule. Et vous voyez tout de suite ce qui se passe. On a un embouteillage à l'entrée dans la mitochondrie, parce que la mitochondrie, elle, ne fonctionne pas à son régime maximum. Et donc c'est là que va intervenir une étape qu'on appelle une étape de fermentation, avec la production de lactate. Et donc ça, vous avez dû aussi expérimenter. Si vous courez très longtemps et que vous n'êtes pas entraîné, vous finissez par avoir des crampes. Donc c'est lié à l'acidification causée par cette molécule-là. Alors, il y a en plus une régulation qui va se mettre en place entre votre mitochondrie et votre noyau, de manière à adapter la production d'ATP aux besoins cellulaires. Donc c'est le noyau en fait qui la plupart du temps contrôle tout, puisque c'est là que vont être encodés la plupart des gènes qui codent pour des protéines mitochondriales. Et donc c'est lui qui peut donner le signal pour augmenter la quantité de mitochondries. Ce qu'on peut avoir également, c'est un retour dans lequel on va avoir des mitochondries qui vont donner un signal dans l'autre sens. Et donc on va avoir un rétrocontrôle permanent avec des signaux qui proviennent de la mitochondrie et des signaux qui proviennent du noyau. Donc maintenant que je vous ai raconté tout ce qu'il y a à savoir sur votre métabolisme énergétique, on va pouvoir s'intéresser au cancer et on va parler dans un premier temps de l'effet Warburg. Alors, Otto Warburg était un chercheur qui vivait dans les années 30 et il a eu le prix Nobel pour sa découverte de la nature et du mode d'action de l'enzyme respiratoire. Donc à l'époque, on ne parlait pas encore de mitochondrie. Et ce qui a intéressé Warburg, c'était donc ce métabolisme-là, ce métabolisme respiratoire, dans des conditions très particulières qui sont lors des cancers. Alors, quelles sont les observations qu'a fait Warburg et qui a conduit à nommer un effet qu'on appelle donc l'effet Warburg? Alors, dans les conditions habituelles, vous appellerez conditions contrôle ici, mais ce sera le cas jusqu'à la fin de la présentation, on a beaucoup d'oxygène de présent, on a un sucre, et la majorité de l'ATP produit par vos cellules va être produit par la mitochondrie. Ça, c'est le cas habituel. Ce qu'a observé Warburg dans les cellules cancéreuses, c'est que en présence de glucose, qui est donc le sucre utilisé par les cellules, même si la concentration d'oxygène est élevée, on aura une faible respiration. Ça ne correspond pas à ce que je viens de vous raconter. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces conditions-là? Puisque la respiration est faible, ça veut dire que l'oxydation est faible. Il y aura très peu de production de CO2 et très peu de production d'ATP dans ces conditions. Donc la cellule, pour se débrouiller et produire son ATP quotidien, elle va à nouveau jouer sur les mêmes ressorts que ceux que je vous ai présentés tout à l'heure. Elle va avoir tendance à augmenter sa glycolyse pour compenser et produire son ATP. Donc ça va conduire au même problème que celui que je vous ai évoqué tout à l'heure, un embouteillage à l'entrée dans la mitochondrie et du coup la mise en place d'un processus de fermentation lactique. Donc ça c'est le premier point qui a été observé pour cet effet Warburg. Le deuxième point, c'est un effet sur la prolifération cellulaire, la vitesse à laquelle les cellules sont capables de se diviser. Donc si on compare les conditions de contrôle avec ce qui se passe lorsque l'effet Warburg est en place, quand on part d'une cellule, au bout d'un certain temps, ici on va en obtenir deux. Et bien, lorsque l'effet Warburg est en place, on en obtiendra beaucoup plus. Donc pour résumer, cet effet Warburg il a 3 points importants. Ça correspond à une diminution de la respiration cellulaire, une augmentation de la fermentation, donc la production de lactate, et une augmentation de la vitesse de prolifération des cellules.
Et donc ça avait conduit Warburg à émettre l'hypothèse que les cancers, en fait, sont une maladie métabolique causée par un remaniement du métabolisme énergétique. Alors, on sait aujourd'hui que même des cellules saines, des cellules non cancéreuses, sont capables de mettre en place cet effet Warburg. Donc la question c'est comment on peut étudier cet effet Warburg aujourd'hui en laboratoire. Donc on peut travailler avec des cellules animales en culture. Le problème ici, on a fait ici le point de l'histoire, c'est que les conditions de culture pour ces cellules ont été mises en place il y a très longtemps. Ça a été très difficile de réussir à cultiver des cellules animales dans un laboratoire. Et donc, une des conséquences de cela, c'est que les cellules sont cultivées avec des très grandes concentrations d'oxygène. Dans vos tissus, c'est à peu près 5% maximum. Là, elles sont à 20% d'oxygène. Il y en a beaucoup plus. Elles sont cultivées en hyperglycémie. Il y a toujours des quantités astronomiques de glucose dans les milieux pour que ça pousse bien. Elles sont cultivées en 2 dimensions, si je vous ai expliqué tout à l'heure avec vos œufs sur le plat. Hein, vous voyez les boîtes ici, les cellules sont collées au fond. Donc c'est très différent de ce qui se passe dans vos tissus, dans vos organes. Et du coup, l'effet Warburg est déjà établi. Donc on peut étudier l'effet Warburg, mais on ne peut pas étudier la mise en place de cet effet-là. Donc ce qui a conduit notre équipe de recherche et d'autres à utiliser d'autres modèles. Donc, le modèle que je vais vous présenter, c'est un modèle qui s'appelle la levure. En fait, c'est la levure de boulanger qu'on utilise, Saccharomyces cerevisiae. Et cette levure, elle a pas mal d'avantages. Donc, le premier, c'est que c'est un organisme eucaryote, même s'il est unicellulaire, donc il y a tous les organelles qui sont dans ce petit modèle ici. Ça ressemble vraiment beaucoup à une cellule animale de ce point de vue-là. Ces organismes sont capables d'utiliser le glucose, de respirer, de fermenter, comme une cellule animale. C'est un organisme modèle pour l'étude du métabolisme. Ça veut dire qu'on sait beaucoup de choses sur le métabolisme de cette pipette. Et donc ça, c'est un avantage quand on va étudier la mise en place de l'effet Warburg. Et c'est un organisme qu'on peut modifier génétiquement très facilement. Maintenant, ça a beaucoup changé. On a le CRISPR-Cas9 pour travailler dans les cellules animales. Et pendant très longtemps, le seul modèle sur lequel on avait des collections entières de mutants, c'était la levure. Donc la question à laquelle on va essayer de répondre ensemble, là, c'est est-ce que c'est un organisme qui est compétent pour étudier l'effet Warburg? Donc je vais vous présenter une expérience. Et pour travailler avec de la levure, c'est assez simple. Il vous suffit d'avoir un Erlenmeyer, c'est un petit récipient qui a cette forme-là, à peu près cette taille-là, dans lequel on va mettre un milieu de culture. On va mettre nos levures dedans. Et la manip, elle est très simple. On va cultiver nos levures en présence ou en absence de glucose. Alors quand je vous dis que ça se présente comme ça se présente vraiment comme ça. C'est-à-dire qu'on a des petits Erlen, on va contrôler. Et cette manip est très simple, on peut comme ça prélever, quand on le souhaite, des échantillons pour mesurer la consommation d'oxygène, la fermentation et la prolifération. Donc c'est les 3 manips que je vais vous montrer. Donc quand on vous montre ça, la première chose à faire, c'est de regarder ce que vous avez ici. Donc ce que vous voyez ici, c'est qu'on a mesuré la consommation d'oxygène par cellule au cours du temps. Donc quand on regarde dans les conditions contrôle, sans ajout de glucose, vous voyez que votre consommation d'oxygène, elle reste constante. Il ne se passe rien de particulier pour nos cellules. Par contre, quand on ajoute du glucose, vous voyez que la consommation d'oxygène par cellule va décroître sensiblement pour atteindre un palier ici, qui va se positionner à environ 1/4 de la respiration de notre condition contrôle. Quel gramme? Combien de grammes? 2%, donc ça fait 2 grammes par 100 ml. Ce qu'il faut noter ici, c'est la durée de l'expérience. Vous voyez qu'ici, la diminution de la respiration, ça dure à peu près 5 heures, 6 heures. Et il faut mettre ça en regard de la vitesse de division de nos levures. Nos levures se divisent à peu près en 2 à 3 heures. Ce qui veut dire qu'ici, on a 2 à 3 générations. Donc c'est un phénomène qui est assez lent. Et c'est donc un programme génétique qui se met en place. Ce n'est pas quelque chose d'instantané. La deuxième manip que je vais vous montrer, c'est la production du produit de fermentation au cours du temps. Donc vous voyez, dans les conditions de contrôle, il n'y a pas du tout de fermentation.
quand on met les levures sur glucose, on voit apparaître le produit de fermentation de manière très importante. Quelle concentration de glucose? C'est du 2%, donc c'est 2 grammes pour 100 ml. C'est une fermentation alcoolique ou bien... Voilà. Chez la levure, c'est pas de la fermentation lactique, c'est de la fermentation alcoolique. C'est ce qui nous sert à fabriquer de la bière, à faire lever des brioches, à fabriquer du pain. Ça produit de l'éthanol et du CO2. Maintenant, qu'en est-il de la vitesse de division de nos cellules? Donc, si on regarde la prolifération cellulaire au cours du temps, vous voyez ici, dans les conditions contrôle, nos cellules se sont divisées gentiment. Mais en présence de glucose, elles se sont divisées beaucoup plus vite. Si vous regardez à 6 heures, on a 2 fois plus de cellules. Donc en fait, avec ces expériences, on retrouve les 3 points qui sont caractéristiques de l'effet Warburg. On a une diminution de la respiration cellulaire, une augmentation de la fermentation, une augmentation de la prolifération cellulaire. Donc la question c'est comment et pourquoi cette respiration diminue. Donc on a 2 hypothèses qu'on a formulées au laboratoire. La première hypothèse, c'est de se dire que en fait, nos mitochondries fonctionnent moins bien. On a une perte de fonction. La deuxième hypothèse, c'est qu'en fait, on aurait juste moins de mitochondries. Alors pour la première hypothèse, je ne vous montrerai pas l'expérience parce que c'est un peu compliqué. On a pu vérifier que quand on isolait les mitochondries de ces cellules qui ont été cultivées en glucose, elles fonctionnaient parfaitement bien. On ne pouvait pas les dissocier, les discerner des cellules qui étaient cultivées dans les conditions de contrôle. Donc c'est pas ça. Est-ce que c'est une diminution de quantité? Donc pour répondre à cette question, c'est assez simple. Il suffit de regarder, et de regarder en microscopie électronique par exemple. Donc c'est ce qu'on a fait ici dans les conditions de contrôle. On a une section de levure observée en microscopie électronique. C'est vraiment l'image de l'œuf coupé en deux ici. Vous voyez, notre levure elle est assez ovoïde. Ici c'est le noyau. Ici c'est une organelle qui n'est pas présente dans nos cellules, on appelle la vacuole. Et tous ces petits ronds blancs là, on les a entourés, ce sont les mitochondries. Quand on cultive les levures en présence de glucose, voilà ce qui se passe. Il y a beaucoup moins de mitochondries. Et donc la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est que les mitochondries ne sont pas dysfonctionnelles, c'est juste qu'il y en a moins. Donc ce qui semble se passer, on a pu le vérifier depuis, c'est que le glucose impose un signal au niveau du noyau qui va lui commander d'arrêter la production de mitochondries. Et de ce fait, on va même perdre le rétrocontrôle qui va de la mitochondrie vers le noyau. Et on se retrouve dans une situation où il y a très peu de mitochondries dans ces cellules. Donc vous le voyez si on récapitule, on a retrouvé les 3 marqueurs de l'effet Warburg dans nos levures. Diminution de la respiration, augmentation de la fermentation. Ça on peut l'expliquer très bien du coup parce qu'on a beaucoup moins de mitochondries. Ce qu'on n'a pas expliqué encore, c'est pourquoi ces cellules se divisent plus vite. Donc, je vais vous montrer une expérience qui permet d'essayer de répondre à cette question-là. Elle n'a pas été faite au laboratoire, elle a été faite par des collègues qui travaillent sur des cellules de cancer du sein. Alors, quelle est leur idée? Alors, eux, ils auront une idée qui est assez simple dans le principe, c'est de se dire, on prend des cellules cancéreuses et on va essayer de moduler la quantité de mitochondries fonctionnelles dans ces cellules. La façon d'y arriver est plus orthodoxe. J'aurais jamais essayé ça. Ce qu'ils se sont dit, ces gens-là, c'est que comme la mitochondrie elle est rentrée une première fois dans les cellules lors de l'endosymbiose, on va refaire la même chose. Ils ont purifié des mitochondries de cellules saines, ils les ont mis en contact avec des cellules cancéreuses, et l'espoir, c'était que les mitochondries allaient rentrer dedans, et donc comme ça, moduler la quantité de mitochondries fonctionnelles dans ces cellules. Donc, voilà l'expérience. Donc ce que vous voyez ici, ce sont chaque petite forme ici, ce petit triangle, c'est une cellule. Ils ont rajouté ces mitochondries purifiées dont je vous ai parlé, mitochondries fluorescentes. Ce qui va leur permettre de voir si elles sont vraiment rentrées dans les cellules. Et effectivement, en microscopie à fluorescence, on se rend compte que les cellules sont allumées, les mitochondries sont rentrées. Alors quel est l'effet de moduler comme ça la quantité de mitochondries dans ces cellules? Si on regarde 48 heures après avoir fait ce traitement, dans les conditions de contrôle, on n'a pas ajouté de mitochondries, les cellules se sont multipliées,
elles arrivent à ce qu'on appelle la confluence, avec tout l'espace possible dans la boîte. Quand on ajoute les mitochondries, les cellules sont très éloignées les unes des autres, elles ont poussé beaucoup moins vite. Donc il semble que le simple fait d'ajouter des mitochondries, donc d'implanter le nombre de mitochondries dans les cellules, va provoquer une diminution de la vitesse de prolifération cellulaire. Du coup, ils ont pu également vérifier, même si on ne le montre pas, une diminution de la fermentation et bien sûr une diminution des éléments constituant la glycolyse. Donc il semble bien qu'en simplement modulant la quantité de mitochondries dans une cellule animale, on module sa vitesse de prolifération. Plus il y a de mitochondries, moins ça va vite, plus la production d'ATP est efficace, mais c'est lent. Et moins il y a de mitochondries, et plus ça va vite, parce que le système de glycolyse est extrêmement rapide, même s'il n'est pas très efficace. Donc la question qu'on peut se poser, c'est dans le cadre d'une cellule cancéreuse, quel peut être l'avantage d'avoir mis en place cet effet Warburg? Donc en fait, il y a 4 axes pour répondre à cette question-là. Le premier axe, c'est qu'en fait, ça va permettre à la cellule de produire rapidement de l'ATP. Et ce qui est important ici, c'est pas la quantité d'ATP produit, ça serait la même chose si on disait au niveau de la mitochondrie, finalement, en termes de quantité, c'est le terme rapide. Parce que ces cellules ont une multiplication extrêmement rapide, et donc il faut produire cet ATP à la demande. Il y a des variations qui peuvent être soudaines. La deuxième chose, c'est que cette synthèse d'ATP rapide, elle est liée à une augmentation de la glycolyse. Et souvenez-vous de ce que je vous ai raconté au tout début, dans cette glycolyse, il y a plein de petites étapes. Et chacun de ces petites étapes sont ce qu'on appelle des précurseurs qui peuvent servir pour les biosynthèses. Et donc si ça va plus vite ici, il y a plus de disponibilité pour ces précurseurs qui vont permettre à la cellule de se multiplier plus vite parce qu'elle sera capable de produire plus facilement des acides aminés, des lipides et donc des protéines et donc de se multiplier. Le troisième axe, c'est de ce côté-là. C'est le lactate produit par la cellule tumorale va être recraché dans le milieu extérieur. C'est quelque chose qu'elle ne peut pas utiliser. Et ça, c'est quelque chose d'acide. Et ça va contribuer au développement d'un micro-environnement tumoral plutôt acide qui favorise la tumorogénèse de ces cellules. Enfin, le dernier point, ce qu'on a vu ensemble, c'est qu'on avait une forte diminution de la quantité de mitochondries dans ces cellules. Et ça va impacter la signalisation cellulaire. En fait, vos cellules sont constamment en train de communiquer entre elles. Il y a constamment des signaux qui arrivent aux cellules pour leur dire de se diviser, d'arrêter de se diviser, de mourir s'il faut. Et une grande partie de ces signaux sont intégrés au niveau des mitochondries. Et comme il y a beaucoup moins de mitochondries, voire quasiment plus du tout dans certains cas, toute cette signalisation est totalement non fonctionnelle. Et donc ça contribue à ce processus de cancérisation. Alors cet effet Warburg, vous voyez un petit peu ce que ça peut donner pour les cellules cancéreuses, hein, ça leur permet un petit peu de se diviser plus vite. C'est également quelque chose qui va être utilisé pour le diagnostic, puisque vous avez compris que ces cellules-là consomment énormément de glucose. Donc ce qu'on va utiliser en clinique, c'est ce qu'on appelle le PET scan. C'est un appareil dans lequel vous rentrez. Avant ça, on vous injecte un analogue du glucose, radioactif, mais non métabolisable. Et ce qui va se passer, c'est que les tissus qui sont extrêmement actifs du point de vue de l'utilisation du glucose vont accumuler cette molécule-là. Et comme ils émettent de la radioactivité, on va pouvoir les voir. Et donc on a une vision tridimensionnelle de ces organes. Donc dans ce patient sain ici, on voit que ce qui consomme le plus, c'est le cerveau. On pourrait voir aussi, peut-être en rouge, je ne sais pas si vous voyez, le cœur, ainsi que les reins. Et ici c'est la vessie, parce qu'au bout d'un moment, tout ça, ça va passer dans la vessie, ça sera éliminé par là. Donc ça c'est un outil extrêmement efficace. On peut comme ça visualiser des tumeurs, l'état d'avancement, éventuellement les métastases qui peuvent être provoquées par ces cancers. Voilà donc Otto Warburg
avait émis l'hypothèse que les cancers sont causés par l'altération du métabolisme. Donc en fait, on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu ici, les facteurs génétiques, les facteurs environnementaux. Vous venez de voir aujourd'hui que cet effet Warburg est nécessaire, ou en tout cas il est essentiel pour que ces cellules puissent acquérir un certain nombre de propriétés qui les rendent cancéreuses. Et donc aujourd'hui, il y a de nombreuses études qui sont en cours pour essayer justement de moduler cet effet Warburg de manière à contrer un petit peu ce processus de cancérisation et diminuer l'agressivité de ces cancers, et peut-être même éventuellement un jour les soigner. Voilà, donc j'ai fini avec mon exposé. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Patrick. Très clair. S'il y a des questions, il y a un micro pour pouvoir passer dans le public. Oui, j'ai une question. Si je peux me permettre, ce qui nous intéresserait, nous, cliniciens, c'est d'augmenter le nombre de mitochondries. Tout à fait, oui. Est-ce que vous avez d'autres idées pour le faire que de transfecter par des mitochondries? Est-ce qu'il y a un traitement chimique qu'on puisse tester pour voir si on peut y arriver? Et si vous avez la réponse, ça nous intéresse encore plus. En fait, pour l'instant, il n'y a pas de traitement de molécules chimiques qui permet de faire ça. Ce vers quoi les gens se tournent actuellement, c'est vers des reprogrammations métaboliques, en changeant le régime alimentaire des gens, en donnant des régimes cétogènes. C'est de rendre indispensable les mitochondries de manière à diminuer la diminution de ces mitochondries, et donc fatalement d'en avoir plus, et potentiellement pouvoir réussir à contrecarrer cet effet Warburg. Donc, vous pensez que le régime cétogène augmente le nombre de mitochondries, c'est ça? C'est votre idée, vraie ou fausse, mais c'est ça? C'est pas mon idée à moi, mais c'est l'idée qui traîne, c'est-à-dire que c'est d'obliger, en diminuant la quantité de glucose d'un côté, en augmentant la quantité de protéines et de lipides, on va forcer un petit peu le métabolisme mitochondrial, notamment par la bêta-oxydation et l'utilisation des acides aminés. Et donc ça va obliger les cellules à avoir un petit peu plus de mitochondries que ce qu'elles ont actuellement. Alors il y a quelque chose qui est courant quand on travaille sur les mitochondries, c'est ce qu'on appelle l'effet seuil, c'est-à-dire que jusqu'à un certain moment, on peut diminuer la quantité de mitochondries sans qu'il ne se passe rien, et puis tout d'un coup, ça va avoir un effet drastique. Donc l'idée, c'est de repasser de l'autre côté, même si ça correspond à un tout petit gain de fonction, pour justement contrecarrer cet effet Warburg. Et justement, l'effet seuil, il est à combien en glucose pour passer à l'effet Warburg en fermentation dans une cellule normale et en saccharomycèse? En cellule humaine et saccharomycèse. Ça c'est difficile à dire, donc, parce que l'effet seuil il est défini en général au niveau du fonctionnement de la chaîne respiratoire principalement. Mais ce qu'on voit, c'est que dans les levures, on a une diminution au moins par 4 de la vitesse de respiration, donc par 4 des mitochondries. Et dans les cellules animales, c'est dans les mêmes ordres de grandeur, ça peut même être beaucoup plus important. Donc la quantité de mitochondries présentes dans les cellules cancéreuses est extrêmement faible. Et pourquoi dans tous les phénomènes de bioproduction en industrie, avec saccharomycèse, on se met en respiration, on se met au lieu de se mettre en fermentation pour augmenter la biomasse? Bonne question. Parce qu'en fait, c'est une question de prix, c'est une question d'argent. C'est une question de rentabilité. Avec la respiration, on fait le maximum de biomasse et du minimum. Tout à fait, donc on n'a pas de sous-produit, on ne va pas avoir accumulation Oui, d'éthanol. Le problème, c'est que si on fait pousser des levures dans un biofermenteur, on va produire en permanence de l'éthanol, et à partir d'une certaine concentration, ça va devenir toxique même pour les levures. D'accord, ok. Donc là, il faut les maintenir dans une bonne condition de... D'accord, c'est bien. Vous parlez du PET scan, Oui. donc c'est pas métabolisable ce qu'on va. Oui. Donc qu'est-ce que vous appelez pas métabolisable? En fait, c'est un glucose et qui ne pourra pas être utilisé par la glycolyse. Donc il va rentrer dans les cellules, il va être reconnu par les transporteurs qui le font rentrer dans la cellule, mais ensuite, elles n'en font rien. Donc il va rester là, et c'est parce qu'il s'accumule, alors que normalement le glucose ne s'accumule pas, tout de suite il est utilisé, on va pouvoir visualiser les organes, donc notamment les tumeurs, qui consomment beaucoup de glucose. Ce qui voudrait dire que le cancer ne profite pas de cette injection de sucre ou il en profite aussi? Ah non, au final, de toute façon, il ne l'utilisera pas.
Au bout d'un moment, il va ressortir, il va être éliminé. Donc le PET scan n'est pas dangereux. Pas à ma connaissance. C'est un atome de fluor qui remplace C'est ça, c'est un un atome. oxygène ou un groupe C'est ça, puis hydroxyle. on a une déoxydation d'une fonction alcool en moins, ce qui fait qu'il ne peut pas rentrer dans la glycolyse. La présence du groupement hydroxyle est essentielle pour continuer C'est ça. la En chaîne. fait, la première, Et c'est le fluor qui est marqué. la C'est première pas- étape lorsqu'un glucose rentre, c'est de l'empêcher de sortir. Donc, on va lui coller un petit phosphate dessus en utilisant de l'ATP. Et donc cette première étape fait que ça dirige complètement la glycolyse dans le sens de l'utilisation du glucose. En enlevant la fonction alcool sur laquelle se fixe ce phosphate, on empêche ça. Et donc du coup, D'accord, c'est qu'on ne peut même pas fabriquer le G6P, le glucose Non. 6-phosphate. Non. La première étape voilà, de la glucose, elle est c'est bloquée. impossible. Voilà, D'accord, c'est un déoxyfluorure. Donc en fait, il reste dans le cytosol, il sans rentre rien faire. et il finira par ressortir. D'accord. Et le leurre, on peut mettre, quand on met de la metformine et qu'on bloque la respiration, ça crée un leurre génétique, un signal génétique qui dit de réactiver les mitochondries, ou est-ce que c'est un moyen chimique par exemple de garder le plus de mitochondries dans la cellule? Le problème, c'est que ça va être quelque chose qui va être très peu spécifique. Si on commence à utiliser des choses comme ça, on va affecter le métabolisme de toutes les cellules. Donc on ne veut pas ça non plus. Donc il faut trouver un moyen de moduler l'activité mitochondriale sans complètement anéantir le métabolisme de toutes les cellules. On a besoin notamment des cellules hépatiques qui ont un métabolisme extrêmement fort, extrêmement rapide. Donc il ne faut pas non plus aller... Ça l'anéantit pas. Non, il ne faut pas, voilà, c'est ça. Il faut faire attention. Donc, La metformine active. Voilà. La metformine inhibe temporairement, très localement, et l'effet à long terme de le réactiver. En fait. oui, bien sûr, j'espère bien que ça ne dure pas trop longtemps. C'est un commentaire, hein, c'est pas une question. Oui. Donc, ce que vous nous dites, c'est que l'effet Barbeau et le cancer sont des notions très proches. Et la conclusion que nous, on peut tirer, c'est le jour où on a levé l'effet Barbeau, on a guéri le cancer. En tout cas, on empêche très fortement son développement. Il n'est pas guéri, mais c'est certain qu'à ce moment-là, on aura une division beaucoup plus lente de ces cellules, et donc ce sera beaucoup plus facile d'éviter la métastase et ces problèmes de ce type-là. Alors, j'ai essayé, mais je ne suis pas chimiste, de lire sur sur le cycle de la mitochondrie. Au fond, c'est des lettres, elles sont là-dedans, et on ne sait pas très bien qu'est-ce qui les fait se multiplier. Ça serait fondamentalement cliniquement important, à un moment ou à un autre, d'avoir de façon stimulée le nombre de mitochondries, et possiblement par autre chose que la régime cytogène. C'est un commentaire, hein, ça ne peut pas... C'est assez compliqué parce qu'en fait, il y a cette boucle dont je vous ai parlé de rétrocontrôle permanent entre la mitochondrie et le noyau. Il y a des facteurs de transcription qui sont spécifiques de gènes qui codent pour des protéines mitochondriaux. Et on a un système de réponse à la concentration en oxygène, notamment, qui est impliqué là-dedans. Et dans l'autre sens, on a des signaux, notamment des ROS, qui vont perdre des espèces activées d'oxygène, qui vont permettre à la cellule de savoir combien il y a de mitochondries et éventuellement de ralentir. Donc on peut jouer éventuellement là-dessus. Et ce que les gens essaient de faire actuellement, c'est plutôt de jouer sur le métabolisme de manière générale. Est-ce qu'on a étudié la population de mitochondries en fonction des cycles biologiques, alors circadiens, division cellulaire et métabolique? Non, pas métabolique, plutôt. Mais division cellulaire et circadien. Ça a été fait, ça c'est des vieilles études. A priori, il n'y a pas de modification des fonctions mitochondriales par elles-mêmes. Par contre, il y a très clairement, la mitochondrie fait partie du cycle, hein, parce qu'elle doit être, le pool de mitochondrie doit être réparti entre les cellules filles. Il y a toute une machinerie qui est à l'œuvre ici, notamment avec ces mouvements mitochondriaux que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, il y a une régulation très fine de ce qui se passe à ce niveau-là. C'est une question. Tu nous as parlé d'effet de seuil tout à l'heure. En gros, les cellules tumorales sont en dessous de ce seuil de production de consommation d'oxygène. Et les cellules saines sont au-dessus, grossièrement. Donc, si on avait une thérapeutique oscillante qui consisterait soit à faire passer progressivement les cellules tumorales au-dessus du seuil, soit au contraire les faire descendre l'ensemble des cellules, de sorte que les cellules qui sont déjà très basses finissent par atteindre un seuil de morbidité, sans faire passer les cellules saines, c'est-à-dire que si on descend,
faire attention, il faut jouer avec le seuil. Il y a un seuil, un premier seuil qui est celui de la consommation quotidienne, et il y a un seuil en dessous duquel c'est carrément l'explosion de la cellule, elle ne peut pas tenir. Elle ne peut pas tenir. Donc, de toute façon, les mitochondries, même si elles sont non fonctionnelles, elles sont essentielles parce qu'il y a tout un tas de voies métaboliques qui passent par là. La synthèse des acides aminés, la synthèse des acides gras, la fabrication des protéines AN, tout passe par là. Donc c'est vraiment un noyau de convergence, un carrefour de voies métaboliques. Donc la cellule ne peut pas s'en débarrasser totalement. Donc si ça arrive, c'est la mort. Ce que je voulais dire, c'est que un paramètre qui n'apparaît pas quand on dit on met tel médicament, on met telle substance, c'est la fréquence à laquelle on injecte. Et le fait, si on connaît le temps de réponse, là on compte en quelques heures par exemple pour Saccharomyces, si on connaît ces temps propres, on peut jouer sur la rapidité avec laquelle on stresse les cellules, et pour que les cellules saines supportent le stress sans passer en dessous du seuil fatidique, et petit à petit égrener les cellules tumorales. Mais il semble que, et c'est aussi à Jean-Yves que je dis ça, c'est que sur le plan des cycles, si on connaît cette fréquence, ce serait bien d'étudier sur le plan systémique, de jouer, même pour une substance, metformine ou autre, jouer sur la fréquence à laquelle on donne ça et la dose, pour voir si ça a un effet sur les populations de cellules tumorales au sein d'un environnement donné. Dans ton modèle, tu as deux populations, au moins deux phénotypes, un glycolytique et un plus oxydatif. Et il faut jouer sur la résonance entre ces deux espèces. Tu vois à peu près ce que je veux dire. Oui, on parle de la metformine. Personnellement, j'étais diabétique, type 2. J'ai pris de la metformine pendant 20 ans. Et quand j'ai commencé à faire de l'autophagie, j'ai arrêté la metformine. Ce qui s'est passé dans mon cas, c'est que en maigrissant, toutes mes cellules de graisse ont relâché le sucre qui auront été accumulés dans mes cellules, et c'était un buffet gratuit pour le cancer. Ma glycémie est montée jusqu'à 245. Ça a duré à peu près 1 mois et demi, 2 mois, afin qu'il n'y ait plus de sucre dans mes cellules graisseuses, et elle est redescendue. Donc personnellement, je considère que la metformine est dangereuse, ce qui a été confirmé par 2 médecins, un américain et un canadien, Jason Fong et Eric Berg. Votre avis? J'ai pas d'avis. Mais j'écoute. Voilà. Voilà, on a un technicien. Quand j'ai mis quand des malades se sont mis sous metformine, nous on n'a rien vu. Sur les souris, ça marche splendidement bien. Sur les malades, il n'y a pas de réponse tumorale. Donc je ne pense pas que la metformine soit un vrai traitement du cancer. Je pense que Romain Rosine, tu voulais parler? Après, il y avait le cas spécifique du diabète aussi, si vous parlez. J'entends bien. Je voudrais poser une question. Quand on est vieux, on a une diminution respiratoire physiologique, surtout quand on a fumé. Bon. Et est-ce que dans ces cas-là, on pourrait, avec le régime cétogène ou autre, augmenter les mitochondries? Pour la partie respiration, c'est au niveau des poumons dont vous parlez. Ça, c'est une chose. Pour ce qui se passe au niveau de vos cellules, le meilleur médicament, c'est le sport. Si vous faites du sport, vous allez considérablement augmenter le nombre de mitochondries présentes dans vos muscles. Et le sport, pour une personne âgée, c'est quoi par exemple? Marcher? C'est marcher, autant qu'elle peut. Tant qu'une personne peut faire de l'exercice, elle en fasse. D'accord, merci beaucoup. Je vais donner une partie de réponse. Il y a vraiment une différence entre le sport intensif. J'ai une amie qui a un cancer du sein qui me dit je fais du sport, et en fait, c'est tel qu'elle me l'a décrit, c'était trop intensif. Il faut que ce soit là de très basse intensité et de longue durée. Donc marcher toute la journée, c'est encore ce qu'il y a de mieux à faire. Un peu de vélo tranquille si on a envie de faire une promenade. Il faut que ce soit très doux, mais il faut que ce soit sur la durée. Parce qu'au-delà d'une heure d'effort, avec un effort de basse intensité, un jogging tranquille, une marche à 6-7 à l'heure, c'est déjà très rapide. Mais marcher, ça permet de, bien sûr, faire circuler le sang, mais surtout de consommer des lipides. Parce que si on fait un effort trop intense, on va consommer préférentiellement des glucides, on va faire de la glycolyse, et là, c'est pas bon. Ce seuil dépend de chacun, il faut se sentir bien, parce que c'est ça le secret. C'est faire du sport, oui, mais se sentir bien. Il ne faut pas avoir le sentiment qu'on soulève des poids ou qu'on fait un effort,
c'est pas un problème psychologique. Il faut faire du sport sans avoir l'impression de faire un gros effort. C'est un tout petit effort de très longue durée. Voilà. Oui, voilà, régulier et alimenté. Et un cancer du côlon de 6 mois. Là, ça fait 2 ans et j'ai fait la marche tous les jours pendant 1 heure. Même si ça me pesait. C'est pesant psychologiquement peut-être. Est-ce que physiquement, la fatigue aussi, voilà. Quand on est malade, effectivement, le simple fait de marcher peut faire aussi fatigant. C'est pour ça que, avant de tomber malade, avoir un effort régulier de faible intensité, c'est beaucoup plus rentable pour la santé que de soulever des poids et de se faire le beau dans les salles de sport, etc. Je voudrais parler des bienfaits de l'huile d'olive qui permet aux cellules de communiquer, chose que ne fait pas les beurres et les graisses saturées. Et ça, c'est très important parce que moi, j'ai toujours eu, enfin, j'ai pas de cancer, mais moi, j'ai toujours eu un petit peu de cholestérol et des triglycérides. Et là, ça fait 4 ans maintenant, je prends toujours que de l'huile d'olive le matin. Et là, je n'ai plus rien, franchement. Et je marche aussi. Voilà. Mais moi, j'ai toujours une alimentation, je ne fume pas, je ne bois pas, pratiquement pas de viande, et ça ne m'a pas empêché d'avoir des cancer. Donc voilà. Il y a toujours des hasards, il y a toujours une part de hasard dans la vie. La vie, par définition, c'est pas un programme. Juste une des choses que je répète dans cette exposition, on a tendance à voir le fonctionnement des cellules comme étant l'application d'un programme, l'exécution d'un programme, c'est le dogme. Il est tacite, hein, c'est qu'il n'est pas formule, parfois on peut le voir formule dans certains livres, mais on est en train de déconstruire le dogme le paradigme de la cellule ordinateur. Et la vie, il y a du hasard, il y a de la fluctuation. Sinon, il n'y aurait pas d'évolution. Nous serions tous encore des cellules identiques, clonées. Et si on existe en tant qu'être multicellulaire, c'est parce qu'il y a du hasard, à grande échelle, et aussi à petite échelle, à l'échelle locale, mutation, cellules normales, etc. Mais on a quand même aussi la raison qu'il peut faire un peu de déterminisme, de se dire, on choisit de faire du sport, on choisit de manger ceci, de ne pas manger cela. Et c'est une lutte entre les forces de hasard et les forces de déterminisme. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Voilà, merci encore à Patrick pour cet exposé de clarté rare. Et il y aura un deuxième exposé dans une vingtaine de minutes, après une petite pause. Merci à tous.